Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle preview Danemark-Allemagne. Je sais pas trop quoi penser de ce huitième de finale. C'est assez spécial quand même. Le Danemark qui sort de sa phase de groupe avec 3 points, il me semble, ouais, 3 matchs nuls. Et l'Allemagne qui a bien joué le premier match, deuxième match bien joué, et le troisième, c'était assez compliqué. Égalisation à la dernière seconde de Fulkrug. Je suis avec trois invités. Vous les connaissez déjà tous. Ils étaient là pour la présentation de leur nation en phase de groupe. Jordan, bon, lui, il avait 10 nations. Comment ça va, Jordan? Bah, ça va nickel. Aujourd'hui, je représente pas le Mexique. On parle pas beaucoup de Copa América, c'est dommage. Mais on est là pour parler de l'Allemagne et du Danemark. Un super match. Celui-là, il me hype pas mal. Surtout que tu es espagnol, donc c'est Ouais, potentiellement ton c'est mes adversaire. adversaires, hein. C'est mes Enfin, faut pas enterrer la Géorgie trop vite, mais c'est mes potentiels adversaires. Donc, j'aurai un œil tout particulier sur ce match. Et bienvenue, du coup, et Antonin, le représentant du compte Nordics Football. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, merci. On passe à Mathis de Unser Fußball. Ça va, chef? Eh ben, ça va, merci, super. Et encore merci du coup pour l'invitation. Ah, c'est normal, on garde les éléments forts de cette présentation des phases de groupe en espérant vous retrouver en quart de finale. Mais sur ça, on va y revenir maintenant. Du coup, Antonin, qu'est-ce que tu as pensé du Danemark en phase de groupe? 3 points du coup. Euh, Beaucoup de choses. C'était un peu des montagnes russes, on va dire. Le premier match a été convaincant, surtout la première mi-temps contre la Slovénie. On a senti que le Danemark avait directement mis pied au plancher, que ça attaquait, il y avait de l'intensité, c'était très bien. Ouverture du score en plus d'Eriksen, donc que demander de mieux. Sauf que derrière, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, plus rien. Ils ont laissé complètement la Slovénie jouer, donc forcément, les Slovènes, ils s'en sont pas privés. Ils ont attaqué juste à temps qu'ils arrivent à égaliser. Donc, grosse déception quand même, sachant que la Slovénie faisait un petit peu office de petit poussé, entre guillemets, dans ce groupe. Donc, ça aurait été bien de commencer par une victoire. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de déceptions à la fin du match. Même dans les médias danois, ça a parlé déjà de virer l'entraîneur. Enfin, c'était vraiment un peu un ras-le-bol, on va dire, notamment par rapport à la Coupe du Monde. Et du coup, après, il y a eu le match de l'Angleterre. Match d'Angleterre beaucoup plus abouti, on va dire. Il y a eu de l'engagement, de la possession, des transitions. Enfin, c'était vraiment plus abouti. Et je pense que le Danemark aurait même dû gagner ce match. Ils étaient au-dessus des Anglais. Donc là, énorme prise de conscience et de confiance aussi. On s'est dit que contre la Serbie, il y avait quelque chose à faire. Et contre la Serbie, au final, c'était un peu deux équipes qui se craignaient. Et on avait l'impression que même si la Serbie devait gagner pour aller chercher quelque chose, on avait l'impression que les deux équipes étaient contentes d'un match nul en fait. On n'a pas eu vraiment de grosse intensité, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué de faire un bilan parce qu'on a eu du très bon comme du moins bon. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Au final, un match nul qui vous a arrangé à vous. Vous avez fini du coup deuxième avec cette histoire de carton jaune d'un adjoint où j'ai pas trop bien compris. Mais bon, c'est une qualification importante pour le Danemark qui va retrouver du coup l'Allemagne. Et Mathis, du coup, le pays hôte. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'Allemagne? Déjà, les deux premiers matchs, je pense, total Bah à l'aise, quoi. déjà ils rejouent enfin au foot, on va dire. Ils ont enfin regagné leur premier match de compétition depuis 2016. Donc déjà, premier match juste incroyable. Et en plus, que des buteurs différents. Donc ça montre le niveau de chacun. Après, voilà, je pense qu'il y a eu tout le monde s'est un peu enflammé. Je pense aussi que l'Écosse n'était vraiment pas à la hauteur pas à la hauteur de ce match. Mais il faut aussi reconnaître que l'Allemagne a été très bonne, a été très bonne. Face aux Hongrois, on a su retrouver aussi une Allemagne qui par moments s'est fait un peu peur quand même. Parce qu'il y avait que 1-0, on n'était pas loin de l'égalisation. Il y a eu le but hors jeu de Roland Salaï. Mais, euh, mais non, ils ont réussi, ils sont restés solides. Et c'est un peu ça qui manquait aux dernières années. C'est-à-dire que là, c'est un vrai groupe. On sent que chacun un peu, on va dire, a envie de mouiller le maillot. Il joue pour. Bon, il y a aussi le public qui va avec derrière. Il y a tout cet engouement. Mais c'est agréable à voir. Et pour le troisième match, je pense. Enfin, certains vont dire qu'il était mauvais. Bon, c'est sûr que voilà, hein, ça nous a un peu fait mettre les pieds au sol. Il nous a montré que l'Allemagne n'allait pas non plus tout le temps gagner, tout le temps, par exemple comme en 2014. Hein. C'est sûr que c'est pas non plus la même équipe. Mais non, je pense pas que non plus c'était un match catastrophique. Ils ont gardé la bonne mentalité tout le long. Ils se sont fait peur. Ils sont partis aller chercher l'égalisation.
voilà, moi je trouve on peut conclure que voilà, il y a une mentalité tellement différente qu'il y a même pas au début de l'année scolaire, par exemple, c'était les matchs amicaux en septembre-octobre, enfin c'était une catastrophe. Et là, voilà, on voit un tout autre visage et bah c'est vraiment agréable à voir, que ce soit moi en tant que supporter ou même je pense que juste les gens fans de foot qui regardent l'Allemagne, il y a des beaux joueurs, enfin il y a des bons joueurs et tout, non, c'est vraiment bien. Après, comment tu veux pas gagner des matchs avec Havertz numéro 9, hein, qui est le GOAT ultime? Non, c'est une blague. C'est Ah une blague, ouais. mais en tout cas, ayant vécu ça en Allemagne, franchement, il y avait une de ces ferveurs, c'était une folie. Premier match de l'Allemagne, c'était la fête. Franchement, c'était vraiment une régalade. Même les Écossais, en soi, ils étaient venus, ils savaient que ils venaient en Allemagne. Eux, juste déjà être qualifiés, c'était déjà une folie pour eux. Ils étaient venus vraiment pour s'envoyer des pintes. Je vous le dis vraiment en tant que personne qui a vécu ça. Ils n'étaient pas trop là pour le foot, mais en tout cas, c'était vraiment une folie. Et l'Allemagne, au final, elle change de statut. Elle avait débuté la compétition en tant que favori potentiel. Là, je pense qu'on peut carrément dire qu'ils sont dans le top 3 des favoris à l'heure actuelle. Et toi, Jordan, t'en as pensé quoi du coup du Danemark et de l'Allemagne? Pour l'Allemagne, on va faire vite, je pense, parce qu'on a tous vu la même chose. Je pense qu'au vu des prestations des autres équipes, je pense qu'ils sont dans les favoris avec l'Espagne, quoi. C'est l'équipe qui a fait la meilleure impression, même si vraiment difficile quand même contre la Suisse, avec cette équipe suisse qui est venue les chercher un peu plus haut. Là, il y avait une vraie adversité pour l'Allemagne. Bon, plus de difficultés, même si au final, ils n'ont pas concédé tant d'occasions que ça, même si bon, il y a eu un but hors jeu aussi, mais voilà, ils n'ont pas concédé tant que ça. Et le Danemark, ouais, c'est un peu comme il y a quelques années encore, ça joue super bien au ballon. Ça, vraiment, c'est vraiment une belle équipe qui, techniquement, est au rendez-vous. Après, je trouve qu'ils ont un peu tendance à s'endormir dans leur match, surtout contre la Slovénie. Du coup, j'ai pas trop compris pourquoi en deuxième mi-temps, ils ont lâché comme ça, alors qu'ils menaient 1-0, ils dominaient vraiment tout le match. Et ça me plaisait vraiment bien. Et ma réserve pour le Danemark, c'est devant. Devant, je trouve que, par exemple, Højlund devant, un peu en difficulté, je trouve, alors que ça devrait être un peu le buteur qui doit un peu peser plus sur les défenses, je trouve. Je trouve que son rendement n'est pas encore fou. Mais par contre, il y a un super entrejeu avec Højbjerg et Hjulmand, que moi, j'ai découvert du coup pendant ce Euro, que je trouve super intéressant. Donc ça va être un match quand même vachement serré, même si l'Allemagne est l'équipe, je pense, l'équipe qui a fait la deuxième meilleure impression derrière l'Espagne, avec des joueurs comme Musiala et Gundogan qui sont au top en ce moment. Et j'avais juste une petite question pour Mathis. Du coup, t'en penses quoi du rendement lors de ces 3 matchs de Wirtz? Parce que le premier match, c'était fou, mais on sent que Musiala a pris plus de place devant lui et il avait quand même un peu plus de mal dans les autres matchs. T'en as pensé quoi du coup de Wirtz? Je pense que Wirtz, déjà, faut le rappeler qu'en 2022, il s'est fait les croisés. Donc là, il a fait pour la première fois, on va dire, une vraie saison. La saison, il est allé loin. Du coup, enfin, ils ont eu le championnat, ils sont allés loin en Coupe d'Allemagne, ils sont allés en finale en Coupe d'Europe. Donc il a fait tous les matchs possibles. Bon, quelquefois, il commençait pas, il commençait sur la touche, mais enfin, voilà, quand même, pour un joueur de son niveau. Et je pense que voilà, hein, sur certains matchs, bah, ça se ressent, hein, la fatigue de la saison. C'est sa première vraie saison, bah, il a pas encore les jambes, je pense, pour faire autant, mais c'est déjà fantastique ce qu'il faisait. C'est sûr que le premier match est bien plus haut que ces deux autres derrière. Surtout, moi, ça m'a vraiment marqué, c'était face à la Suisse, où c'est vrai que là, je l'ai vraiment senti fatigué et assez rapidement. Je ne sais plus à laquelle minute il sort, mais je crois que c'est à la 60e par là, c'est vraiment pas tard. Donc oui, je pense que c'est plus de la fatigue accumulée que son niveau lui-même, car on sait qu'il est extraordinaire. En tout cas, merci les gars pour cette analyse. On passe à ce huitième. Là, on a fait l'analyse des groupes du Danemark, de l'Allemagne. On passe à ce huitième. 28 rencontres du coup entre les deux nations, matchs amicaux compris. 15 victoires pour l'Allemagne, 8 pour le Danemark, 5 nuls. Mais il y a quand même la victoire la plus importante, c'est le Danemark en 92 contre l'Allemagne en finale. Ça, franchement, c'était une folie. Du coup, il y a eu 3 matchs à l'Euro, 2 victoires pour l'Allemagne et une pour le Danemark, sûrement la plus importante de l'histoire de la nation. Et du coup, Antonin, comment tu sens ce huitième? Est-ce que tu es confiant et qu'est-ce que tu changerais dans cette team? Alors, confiant, c'est compliqué d'être confiant face à une telle équipe. Enfin, ça reste l'Allemagne, ils ont des joueurs de fou.
Après, c'est sûr que quand on voit ce qu'a fait le Danemark contre l'Angleterre, on se dit, tiens, ils sont quand même capables de tenir tête à une grosse nation, même si, bon, l'Angleterre, on va pas se mentir, c'était pas la meilleure équipe d'Angleterre de ces dernières années, en tout cas sur les performances qu'ils ont faites à l'Euro ces 2 dernières semaines. Donc je me dis que bon, il y a quelque chose à faire quand même, mais que le Danemark n'est clairement pas favori. C'est certain, surtout que l'Allemagne joue à domicile, donc mine de rien, dans une compétition comme ça joue énormément. Après, qu'est-ce que je changerais? Alors, c'est un petit peu compliqué. Déjà, il va y avoir du changement au milieu de terrain parce que Yulmand, il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Donc, déjà, va y avoir un petit peu de modification. Pareil, au niveau des latéraux, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce qu'au dernier match, comment le Casper Yulmand, l'entraîneur, il a décidé de reposer Christiansen. Du coup, il a mis Mele, qui est normalement latéral droit, sur le côté gauche. C'est un poste qu'il a déjà occupé, qu'il a très bien occupé d'ailleurs. Et de titulariser Bas à la place. Donc, on ne sait pas encore avec quel piston il va jouer, s'il va garder ce système-là ou revenir au précédent. Et non plus dans quel dispositif il va jouer, parce que, comme on a dit juste avant, Højlund, il n'a pas la rentabilité qu'il devrait avoir. Et même il apporte quand même quelque chose en attaque, c'est-à-dire il tombe beaucoup, il dézone un petit peu, il est un peu comme Wind au final, mais il doit marquer et on voit bien que ça ne marche pas. Donc on a vu contre la Serbie que Skovlsen, quand il est rentré, il a apporté énormément sur le côté droit. Donc peut-être que Skovlsen va rentrer. Moi, en tout cas, je le ferai démarrer. Et pareil, peut-être que Youssouf Poulsen pourrait démarrer parce qu'il a beaucoup joué en Allemagne. Il connaît certains joueurs en face. Il connaît, je crois que c'est Kimmich. Il a joué avec Kimmich. Joué avec ou contre, je sais plus. Enfin bref. Voilà, Et, Leipzig. à Leipzig, voilà. Et du coup, il connaît bien certains joueurs. Il sait comment ces joueurs jouent. Il connaît un petit peu l'Allemagne. Donc, ça serait peut-être intéressant qu'il commence. Donc voilà, pour changer un petit peu on va dire, l'offensif, sachant que il n'y a pas la rentabilité espérée et on voit bien qu'il manque quelque chose quand même pour finir parce que quand on regarde les buts du Danemark, c'est Hulmand, il frappe de. Non, c'est Eriksen qui frappe de loin, Hulmand, il frappe de loin aussi. Il n'y a pas vraiment de grosses actions dans la surface en fait. Donc peut-être que c'est ces joueurs-là qui vont, comme Skovlsen, avec sa vitesse, sa technique, qui va apporter le décalage, essayer de voilà, prendre un petit peu de vitesse. Donc voilà, c'est à peu près les changements que je ferais personnellement, mais on peut pas dire que je sois très confiant par rapport aux chances du Danemark de battre l'Allemagne, mais c'est un euro sur un match, tout est possible. Ça va être difficile, surtout tu parlais de cette panne devant. Quand tu regardes la défense de l'Allemagne, Rudiger et Ta qui réalise un super euro, franchement, il m'a surpris. Après, il était déjà bon cette saison, mais bon, là, il est en train de gagner un transfert au Bayern. Donc, c'est déjà, je pense que son euro est déjà réussi. Du coup, Mathis, toi, t'en as pensé quoi? Je pense que tu es confiant, on va pas se le cacher. 4 étoiles sur le torse, favori pour l'euro, tu joues à la maison, tu as tout ce que Ah tu ouais, veux, quoi. voilà. Alors après, par exemple, j'aurais préféré tomber, je pense, face à la Slovénie. Parce que enfin qui étaient du coup dans le groupe, mais parce que voilà, on sait que le Danemark ils savent quand même jouer au ballon, de semi-finaliste, demi-finaliste du dernier Euro. Le Danemark c'est une équipe voilà que beaucoup de gens aiment. Après voilà, le Danemark n'a pas fait une phase de groupe vraiment étincelante. Voilà, trois égalités. Mais voilà, ils ont quand même été capables de proposer un jeu agressif et un beau jeu face à l'Angleterre. Bon, certes, comme il l'a dit, l'Angleterre n'était pas à son meilleur niveau. Mais voilà, il faut quand même le faire, hein. Accrocher le nul face à une équipe d'Angleterre ou sur le terrain, enfin, c'est tous des joueurs de classe mondiale. Donc, c'est vraiment difficile. Après, voilà, là, l'Allemagne, oui, doit gagner. C'est limite un devoir pour eux avec toutes les dernières compétitions ratées pour eux. Là, devant leur public, s'ils sortent en huitième de finale, ça sera un échec total que ce soit pour l'équipe ou pour Nagelsmann. Tout le monde serait déçu et il y aurait limite rien à retirer de cet euro. Ça serait vraiment pas bien pour l'Allemagne. Après, juste, parce que tout à l'heure, tu parlais du coup de la défense allemande. C'est ça le souci aussi. Il faut savoir que Joao du coup ne va pas jouer car il a une accumulation de cartons jaunes, donc il sera pas titulaire. Et Rudiger est incertain. Donc bon, là, j'ai vu aujourd'hui qu'il s'est entraîné avec l'équipe, mais c'est vraiment pas sûr. Donc après, on aurait une défense Schlotterbeck-Anton. Schlotterbeck, pardon, il a de l'expérience hein, dans les gros matchs, que ce soit en Ligue des Champions avec Dortmund. Mais Anton avec Stuttgart, il a pas une expérience, il a pas une expérience folle. Donc ça peut peut-être jouer. Ils ont quand même de bons attaquants le Danemark, donc on va voir. Après aussi, par exemple, il y a pourquoi pas avoir un changement entre Füllkrug et Havertz.
que pour moi, devrait passer devant Havertz. Havertz, c'est quelqu'un voilà, je trouve, qui dézone énormément, qui arrive pas à s'imposer physiquement et face à une défense du Danemark, je pense voilà, il faut rentrer dans les duels, il faut jouer avec agressivité. Et voilà, quand on connaît le gabarit de Füllkrug, il sait mettre la tête, il sait tirer. Comme on a pu voir face à l'Écosse, il met une frappe je sais pas combien de kilomètres par heure, mais enfin, pour moi, c'est peut-être pas le meilleur, le numéro 9 le plus classe, mais il est très fort et très efficace. Et ça peut vraiment, je trouve, ça peut faire pencher la balance pour l'Allemagne. Ça marche, ça marche. Jordan, toi, t'en penses quoi? Bah, écoute, déjà, je savais pas que Rudiger était incertain pour l'Allemagne. Ça peut en vrai poser un problème parce que je pense que le Danemark, en vrai, il faudrait qu'il s'inspire de ce qu'a fait la Suisse, essayer d'aller chercher un peu l'Allemagne, aller les chercher un peu haut, essayer d'aller les presser, de récupérer quelques ballons. Surtout si en plus derrière, tu as Rudiger qui sont pas là, là peut-être que y a quelque chose à faire pour le Danemark. Après, finalement, je pense que l'Allemagne aura toujours la possession de balle au vu de son statut, de ses joueurs. Et ça peut être un match. Moi, je pense que le match, il va mettre du temps à se décanter. Il va avoir quelques problèmes, mais il va un peu buter sur la défense danoise. Et c'est pour ça que, comme a dit Mathis, moi aussi, je pense que Füllkrug, face à une défense à 3 du Danemark, je pense qu'il pèsera bien plus que Kai Havertz. Donc ça peut être une bonne solution. Oui, désolé, je sais que tu l'aimes bien, mais et, c'est bon, Kai Havertz, faut arrêter. Je suis désolé, faut arrêter. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être un match serré, mais j'ai un problème, c'est que le Danemark, offensivement, je les ai pas sentis assez tranchants. Moi, ça m'a plu, j'aime bien, ça a joué super bien au ballon, vraiment l'entrejeu, moi, il m'a plu. Le match, je crois que c'est contre l'Angleterre de Højbjerg, il était super. Hjulmand, moi j'ai découvert Hjulmand, et je suis dégoûté qu'il est suspendu, je savais pas non plus, parce que je l'avais trouvé super bon. Donc je pense que le Danemark peut poser quelques problèmes à Allemagne, mais à la longue, ils vont pas réussir à trouver la faille parce qu'offensivement, je pense que ça va être un peu limité. Et en plus, si le Danemark décide de boucher un peu les espaces derrière pour tenir le 0-0 aussi longtemps, en fait, l'Allemagne, dans les petits espaces, ils ont des joueurs, eux, ils ont vraiment des joueurs qui peuvent jouer dans les petits espaces. Musiala, les appels de Gundogan, dans la surface et Wirtz. Donc, je pense match compliqué, mais au final, l'Allemagne tient son rang et s'en sort malgré une bonne performance, je pense, du Danemark. Mais du coup, je m'interroge, si je peux poser la question, qui c'est qui va remplacer Hjulmand au milieu de terrain, comme il est suspendu? Bah, en fait, ça va dépendre du dispositif qui va être choisi par le coach, sachant il en a déjà choisi plusieurs depuis le début de la compétition. Même si au niveau du dispositif, au début de match, il est toujours resté sur le même, mais il a un peu évolué pendant le match. Peut-être de Delaney, je sais pas. Après, vraiment, ça va dépendre du dispositif, mais dans tous les cas, l'effectif est assez fourni, mais plutôt en joueur d'expérience, donc peut-être que ça va jouer. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que l'Allemagne va essayer de marquer rapidement, justement, parce qu'ils savent que le Danemark, enfin, ils ont comment dire, la mentalité pour se dire, on sait qu'on est moins bon, entre guillemets, moins fort, mais ils vont compenser en allant vite dans les duels, en étant très très physiques, bah, comme ils ont fait contre l'Angleterre, en fait, et même la Serbie. Et je pense qu'ils vont essayer de compenser par ça, aller chercher assez haut l'Allemagne. Et justement, c'est là où l'Allemagne va essayer avec leurs joueurs, de prendre les petits espaces, partir peut-être en contre. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un petit peu, ça va être un peu ça le scénario du match, je pense. C'est vrai que comme il avait dit avant Mathis, en vrai, mine de rien, si tu perds Rudiger et Ta, en sachant que Oyun peut se réveiller dans une phase finale, on sait très bien que c'est une autre compétition, les phases finales, ça peut faire mal. Le Danemark l'a fait à l'Euro 2020, personne n'y croyait, au final ils l'ont fait, hormis cette petite défaite face à l'Angleterre. Mais bon, en vrai, faut y croire. Ça va être, je pense que ça va être très serré. Je pense pas qu'il y aura un gros score de différence. Il n'y aura pas un 3-0 ou un 4-0 comme on a pronostiqué pour Portugal-Slovénie, mais bon, là, je pense pas qu'il y aura un gros score. Et du coup, on peut passer au prono. Tu vois, qui veut commencer peut donner son prono. Tu vois, qui est le plus confiant. Vas-y, Mathis.
Moi, je pense quand même, mais je pense aussi, voilà, j'avais noté que pour moi aussi, ça allait être un match fermé, un match très difficile. Je voulais juste revenir sur aussi juste les faiblesses aussi de l'Allemagne. J'ai remarqué, c'était au niveau des latéraux qui montaient énormément. Donc le Danemark peut peut-être jouer sur ça. Sur certaines occasions, on a retrouvé Kimmich et Mittelstädt tout en haut, par exemple sur le deuxième but suisse, bon, qui a été refusé heureusement, mais on voit Kimmich est totalement à la rue. La contre-attaque va beaucoup trop vite. Et donc le Danemark peut peut-être jouer sur ça. Mais bon, je pense quand même que l'Allemagne peut gagner. Donc moi, je pars sur un 2-0. Pour les buteurs, bah, je dirais Musiala, classique, et Füllkrug ou Havertz, je sais pas, j'espère À ver. Füllkrug, honnêtement. Moi, je vais dire Füllkrug. Mais voilà, je pense quand même que ça va être un match très compliqué et qu'il faut surtout pas dénigrer le Danemark et il faut pas mettre l'Allemagne en tant que méga favori. Voilà, on sait que le Danemark, ça peut être très fort et voilà, j'ai très hâte d'être au moment du match. C'est vrai que il faut pas oublier que le Danemark, ça reste comme une nation assez cotée, quoi. On n'est pas sur un petit poussé, on est vraiment sur un habitué de la compétition. Une nation qui surprend depuis quelques années. Donc, il y a cette génération qui est en train de partir, mais ils sont toujours en train de régénérer des nouveaux joueurs au Lyon, Damsgaard et tous ces joueurs-là. Donc, comme dit, moi aussi, je pense pas que ça sera un score. Je vais juste donner mon prono. Moi, je partirai aussi sur un 2-0, voire un 2-1. Mais je partirais plus sur un 2-0 doublé d'Havertz. Non, je rigole, hein, sur les buteurs, pas doublé d'Havertz. Mais je dirais, bon, allez, on va aller sur Gundogan et allez, Fulgruc à la fin pour clôturer le spectacle. Pas Havertz, hein, Havertz, il sera passeur, ça on le sait tous. Et du coup, Antonin, si tu veux me donner ton prono, et on terminera sur le prono de Jordan comme à chaque vidéo. Bah, moi, je partirais sur un 2-1 pour l'Allemagne. Euh, j'ai envie d'y croire forcément, mais je me dis que l'Allemagne à domicile, ça peut être vraiment compliqué. Mais peut-être plus un 2-1, mais en prolongation, un peu comme la demi-finale contre l'Angleterre à Wembley. Euh, voilà, je sais pas trop. Moi, je dirais quand même un 2-1 pour l'Allemagne. Les buteurs au niveau allemand, honnêtement, je ne saurais pas dire vraiment qui pourrait marquer. Peut-être Füllkrug, je sais pas. Et du côté du Danemark, je sais pas, j'ai envie de croire en Skov-Olsen parce que au dernier match, il m'a vraiment fait grosse impression. Et justement, comme disait Mathis, si les latéraux ils ont un peu de mal à redescendre, Skov-Olsen, ça va bombarder sur le côté droit. Et justement, je me dis, il va peut-être avoir la bonne occasion au bon moment, la bonne percée. Et s'il joue, en tout cas, moi, je mettrais une petite pièce sur lui, voilà, sur Skov-Olsen, buteur. C'est vrai que Kimmich, il a la ramasse, hein. On en parlait avec Jordan en off. Sur un côté, moi, nous, du coup, on n'est pas fan de Kimmich, qui est assez lent pour ce côté. Nous, on le préfère vraiment au milieu de terrain. Donc, c'est assez bizarre de ne pas avoir tenté un vrai latéral et replacer Kimmich dans l'axe. Et du coup, Jordan, si tu veux conclure ça et si tu as d'autres choses à dire. Moi, je dis 2-1 Allemagne dans un match où vraiment ça met du temps à. Enfin, l'Allemagne se casse les dents pendant, je sais pas, une bonne heure sur le Danemark. Et vous avez joué le jeu des buteurs, je vais le jouer aussi. Euh, alors, Gundogan, Musiala et ouais, Scovolsen, ouais, ça me parle bien. Ça me parle bien. Après, il faut qu'il joue. Mais s'il joue, ouais, ça me parle bien. Ça peut être une arme en vrai, prendre l'Allemagne pour les prendre dans le dos, quoi. Ça va être un peu l'idée. En plus, il me semble qu'il jouait en Allemagne ou qu'il joue à Offenheim, non? C'est ça? Là, tu me poses une bonne question. Je vais vérifier pour pas dire de bêtises, mais il me semble ouais, qu'il est passé en Allemagne, Skov-Olsen. Je crois qu'il joue à Offenheim, c'est Non, ça? Ouais, mais non, moi aussi, ça me dit un truc, mais non, Skov-Olsen, il n'est pas passé par l'Allemagne. Il Non? a fait Nord-Jylland, Bologne, Club Brugge. On on s'est confond avec trompé, un on autre a, on alors. a inversé le logo de la Belgique et de Peut-être l'Allemagne. avec Delaney, peut-être. Qui est pas, lui, par contre, il est passé par Ouais, Offenheim. lui, oui. Non, mais je me suis trompé. Où il y avait Olsen, je crois. Olsen, je crois que c'est un autre gars encore. Mais C'est bon, possible. sur ce, les gars, merci beaucoup pour cette analyse. C'était assez court, comme je vous avais dit en off. C'était pas les 1h40 qu'on avait fait pour les phases de groupe. Du coup, merci beaucoup à Mathis pour ta présence. C'était vraiment un régal. Merci beaucoup et une nouvelle fois, merci pour l'invitation et merci enfin, de pouvoir proposer du contenu comme ça, c'est vraiment intéressant. Merci à Antonin. Et du coup, merci aussi à Jordan. Ben, on va commencer d'abord par remercier Antonin. Merci à Antonin, du coup. Ouais, bah, je vais pas être très original. Je vais te remercier aussi pour l'invitation et puis bah, pour le contenu que tu proposes, c'est super sympa. Donc voilà, merci à toi.
Et merci à Jordan. Nous, on se retrouve à 21h pour la preview de Angleterre-Slovaquie. On ne s'arrête plus, hein. Aujourd'hui, ça fait déjà la Aujourd'hui, quatrième. on enchaîne, mais ça fait plaisir de parler avec des experts foot comme ça de chaque nation, une belle expertise à chaque fois, donc ça nous fait kiffer. Merci les gars. Et on se retrouve du coup en quart de finale, hein. Allemagne, Danemark. Là, on voit que de l'Allemagne. Mais imagine, imagine un petit Espagne-Danemark ou un Danemark-Géorgie. Ce serait fou. Pourquoi pas? Ça serait beau quand même. Enfin, juste la Géorgie, pas l'Allemagne, mais la Géorgie, ça serait beau. Voilà, du coup, les gars, merci beaucoup pour ce moment. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.